Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de vin où l'on va parler de Napoléon, de tronçonneuses et d'art contemporain, en retraçant l'histoire d'une région et de ses habitants, promise à de grandes choses, mais qui ont dû endurer beaucoup d'épreuves avant de rencontrer le succès et de devenir aujourd'hui un des plus grands et des plus beaux vignobles du monde. Pour écrire cette histoire, je me suis notamment appuyé sur le livre de Kerin O'Keeffe, Barolo et Barbaresco, publié en 2014 aux presses de l'Université de Californie. Et je vous emmène aujourd'hui en Piémont, au pays des noisettes, de la truffe blanche et des grands vins de Barolo et de Barbaresco. Il est un pays de collines et de vallons, à mi-chemin entre Gênes et Turin, où la Méditerranée commence à n'être qu'un souvenir, alors que les Alpes enneigées ne sont encore qu'une promesse. Un pays rude, où ne poussent guère que la vigne et les noisetiers, et habité par des gens de la terre, les Langais. En piémontais, le terme Langais veut dire colline, et illustre parfaitement le paysage vallonné autour de la ville d'Alba, sur la rive droite de la rivière Tanaro, fait de collines ondoyant à perte de vue, comme des vagues de terre figées par les racines de la vigne. Pour tout amateur de vin ou de gastronomie, il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie ce qui est sans doute l'un des plus beaux panoramas viticoles du monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vu depuis la terrasse du village de La Mora qui domine le paysage alentour, ces vignobles en rang serré, accrochés au flanc des coteaux et semblant se défier les uns les autres, m'ont toujours évoqué des régiments d'une quelconque armée de l'époque napoléonienne se toisant avant la bataille. D'ailleurs, Napoléon est bien passé par ici durant ses campagnes d'Italie, et l'une des traces les plus importantes du règne de l'empereur dans le Piémont est la fin des privilèges féodaux et du droit d'aînesse qui prévalait jusqu'alors. Ce changement législatif a ouvert la voie à un partage de la propriété foncière qui explique aujourd'hui le morcellement du vignoble des Langais au même titre que d'autres régions telles que la Bourgogne. Les Langhetti ont l'amour de leur terre chevillé au corps, et un proverbe local dit que si un homme des Langais découvre que son voisin couche avec sa femme, il sera furieux. Mais s'il apprend que celui-ci a pénétré sur ses terres, il le tuera. La viticulture en Piémont, comme dans presque toute la péninsule italienne, remonte à l'époque romaine. Mais c'est grâce à la famille Faletti, qui acquiert le territoire de Barolo en 1250 et sous le règne de la puissante maison de Savoie, auquel la province est rattachée en 1631, que les vins vont commencer à gagner en notoriété. On a retrouvé des traces écrites des premières exportations au Royaume-Uni en 1751, et la famille Manzone possède encore une bouteille du cru de Canubie du millésime 1752. Au cours du XIXe siècle, la qualité des vins du Piémont s'accroît, sous la baguette de pionniers comme Paolo Francesco Staglieno, et elle commence à leur ouvrir les portes des grandes tables des cours d'Europe. C'est tout particulièrement vrai pour celle de la maison de Savoie au Palais Royal de Turin, jusqu'au 17 mars 1861, quand l'unification italienne fait de Victor Emmanuel II le premier roi d'Italie. Ces progrès des vins des Langais sont notamment récompensés par une médaille d'or à l'exposition de 1862 pour Camillo Benso, comte de Cavour et son vin de Neive, l'un des villages qui composent aujourd'hui l'appellation Barbaresco. Pour sa part, le roi acquiert un premier vignoble à Barolo en 1866 et le rattache à son domaine de Fontanafredda, qui commence à vinifier à partir de 1870 et à exporter aux États-Unis dès 1886. D'autres domaines sont fondés, tels que Piocesare à Alba, Borlotto à Verduno ou Odera à La Mora. Mais le tournant du XXe siècle va être terrible pour le Piémont, avec l'arrivée du phylloxéra qui va dévaster le vignoble. Puis, durant l'entre-deux-guerres, la montée du fascisme et de Mussolini, qui encourage les paysans à arracher les vignes au profit du blé pour nourrir la population, va encore diminuer la part des vignobles dans les Langais à l'aube du second conflit mondial. Au sortir de la guerre, la région est dans une situation économique très difficile, qui va entraîner l'exode massif d'une partie de la population. Si quelques pionniers comme Angelo Gaia, Beppe Colla ou Bruno Giacosa commencent à se faire un nom dans les années 60-70, le morcellement du vignoble force la plupart des petits producteurs à vendre leur production à quelques négociants
qui achètent la récolte en exerçant une pression maximum sur les prix, qui illustre bien cette anecdote racontée par Elio Altare. Je cite. En 1975, on avait les plus beaux raisins parfaitement mûrs, prêts à être vendangés. Je me rappelle venir tous les jours à Alba devant le café Umberto pour convaincre les négociants d'acheter les raisins. Mais ils ont préféré attendre 2 semaines de plus, que les raisins soient au bord de pourrir sur pied, pour nous forcer à vendre à perte. En 1976, un groupe de jeunes producteurs, parmi lesquels Elio Altare et Enrico Scavino, fait le voyage jusqu'en Bourgogne pour rencontrer d'autres vignerons. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils quittent les Langhes. Aussi, le contraste est saisissant lorsqu'ils arrivent à Vonne-Romanée. Ils rencontrent Philippe Angel, à qui ils demandent de visiter le domaine et de goûter les vins. Quand celui-ci leur répond en finissant de charger le coffre de son coupé, qu'il doit malheureusement partir faire du bateau sur la Côte d'Azur. Pour les Piémontais, c'est un électrochoc. Comment se fait-il que les Français arrivent à faire un vin recherché qui vaut 10, 15 fois, 20 fois le prix du nôtre? Qu'est-ce que nous faisons mal? Se demande alors Roberto Voertzio, aujourd'hui une des figures de proue du Barolo. Conscient du potentiel encore inexploité des terroirs transalpins, un producteur bourguignon avait d'ailleurs dit en 1956 au critique Luigi Veronelli que les Italiens avaient des raisins exceptionnels, mais des vins banals. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusque dans les années 70, la vigne est une culture de subsistance pour la plupart des fermiers, et que le seul objectif est d'obtenir les plus gros rendements étant donné que les vignerons sont payés au kilo. Rares sont les véritables domaines qui ont les installations pour vinifier leur propre production, comme Bartolo Mascarello ou Cavallotto. Et pour la plupart, on en est encore à vinifier dans le garage ou dans la cuisine. De plus, dans cette région rurale pauvre, l'eau courante est encore rare et les fermes les plus isolées n'y auront accès que dans les années 80, au détriment de l'hygiène des celliers. Et c'est pour rompre une fois pour toutes avec des pratiques qu'ils considéraient comme d'un autre âge qu'un jour de 1983, Elio Altare s'est emparé de la tronçonneuse de son père. En 1976, une bouteille de Barolo vaut 1500 lire, ce qui équivaut à peu près à 1 euro d'aujourd'hui. À part les Barolo qui sont déjà mis en bouteille, la plupart des vins de cépage, comme le Dolcetto et le Barbera, sont vendus en vrac au négoce. Comme la paye est au rendement, les producteurs laissent beaucoup de grappes sur les cèpes, diluant la qualité tout en maximisant le volume. Comme dans toute l'Europe de l'époque, la chimie triomphante pousse les agriculteurs à utiliser en masse les herbicides et pesticides dont on commence à peine à comprendre l'impact véritable. Et comme les faibles prix de vente des vins permettent tout juste aux vignerons de survivre, on garde jusqu'aux très vieux foudres sales et vermoulus, voire parfois presque pourris. Silvia Altare, la fille d'Elio, raconte que les botti en chêne et en châtaignier utilisés par son grand-père pour élever les vins partageaient la cave avec le poulailler et la chaudière au fioul. En 1979, Elio Altare passe un long séjour à l'hôpital après s'être empoisonné aux pesticides en aspergeant les vergers de son père. Et une fois rétabli, il se jure de ne plus jamais travailler comme ça. Il essaye de convaincre le chef de famille de changer ses méthodes et qu'une autre voie est possible durant plusieurs années, mais devant l'obstination inflexible du vieux paysan et après une énième dispute, il s'empare de la tronçonneuse et va abattre tous les arbres fruitiers du verger avant d'aller débiter les vieux foudres en petits bois. Furieux, son père le déshérite, convaincu qu'il est devenu fou, et après sa mort en 1985, Elio Altare devra emprunter pour racheter le domaine familial à ses sœurs. 1 an plus tard, en 1986, un scandale sanitaire va choquer le Piémont et agir comme un électrochoc pour tous et en particulier pour la jeune génération. Un producteur désireux d'augmenter le degré alcoolique trop faible de son vin y ajoute du méthanol toxique qui causera la mort de 23 personnes, laissant plus d'une quinzaine d'autres aveugles ou avec des séquelles neurologiques. Cette terrible affaire va faire fuir les acheteurs du Piémont, qui a désormais une réputation et une clientèle à reconstruire.
Altare et ses amis voulaient s'affranchir des vieilles pratiques, qu'ils considéraient comme obsolètes étant donné qu'elles permettaient à peine aux vignerons de vivre de leur travail, au premier rang desquels cette mentalité paysanne obstinée de repli sur soi. Comme le raconte Beppe Rinaldi dans le documentaire Barolo Boys de Paolo Casalis et Tiziano Gaia, sorti en 2014 et produit par Stufffilm, la mentalité piémontaise, encore à l'époque, est très individualiste. Il n'y a pas d'esprit de coopérative et chacun fait les choses dans son coin. Du coup, il faut une vie entière pour acquérir l'expérience de 40 ou 50 millésimes. Mais un groupe de jeunes producteurs choisit de s'ouvrir au monde et d'échanger sur les méthodes des uns et des autres en comptant sur le partage d'expérience du groupe pour faire progresser chacun. Et de fait, il ne faut que 4 à 5 ans à cette dizaine de jeunes vignerons qu'on appellera bientôt les Barolo Boys pour acquérir une grande expérience mutuelle. Parmi les vieilles pratiques dont ils veulent s'affranchir, il y a d'abord la recherche du rendement à tout prix. Aussi, ils commencent par tailler plus court et surtout, véritable sacrilège, par faire des vendanges en verre, c'est-à-dire par couper certaines grappes avant le changement de couleur des baies qu'on appelle véraison et qui annonce le début du cycle de maturation du fruit. Ensuite, ils expérimentent avec des méthodes d'extraction plus actives pour obtenir des jus plus concentrés. Et enfin, ils commencent à vinifier leur vin dans des barriques en chêne et notamment en chêne neuf, comme on le fait en Bourgogne ou à Bordeaux. Le résultat, ce sont des vins beaucoup plus denses, colorés et concentrés que la plupart des vins des Langhe, avec des accents boisés qui détonnent lors des dégustations. Ce nouveau style va commencer à plaire, et notamment au marché américain, qui goûtait peu les vins de Barolo et de Barbaresco jusqu'ici, ouvrant un nouveau marché à l'export qui va bouleverser l'économie des Langhe. La demande augmentant, les ventes et les prix suivent, amenant une prospérité inédite pour la région et avec elle de nombreux débats. Alors que certains critiques américains, comme le journaliste James Suckling, portent au nu ce nouveau style, d'autres critiquent durement ces vins extraits, ayant perdu dans la recherche de concentration et les arômes boisés, la finesse aromatique qui fait tout le charme des grands vins de Nebbiolo. La controverse que les journalistes avides de sensationnalisme baptisent Barolo Wars va durer pendant des années avant de s'éteindre d'elle-même. Et aujourd'hui, parler de modernistes ou de traditionalistes dans les Langhe n'a plus aucun sens. Pour certains, cette révolution des pratiques a mis un coup de pied dans la fourmilière et réveillé un terroir plein de potentiel mais qui végétait. Pour d'autres, ce ne fut qu'une mode sans lendemain et dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Quoi qu'on puisse penser de l'évolution du style des vins des différents domaines au cours des années 80 et 90, l'histoire des Barolo Boys a marqué le début d'une réflexion sur les modes de culture et la vinification qui a profondément changé toute la région et la qualité moyenne de la production des Langhe au tournant du XXIe siècle comparée à celle des années 70 est sans commune mesure. Si les expérimentations avec des barriques ou les cuves de fermentation rotative sont peut-être allées trop loin parfois, ces erreurs se sont avérées non seulement nécessaires, mais bénéfiques à de nombreux producteurs pour trouver l'approche qui convenait le mieux à leur terroir et à leur personnalité. Donc non seulement les guerres du Barolo auront fait une merveilleuse publicité à la région en la mettant sous les projecteurs, mais elles sont à l'origine de la diversité et de la qualité exceptionnelle des vins de Barolo et de Barbaresco aujourd'hui, comme on va le voir maintenant. Je vous parle depuis tout à l'heure des vins des Langhe, mais il est temps que je vous précise de quoi on parle exactement. On trouve de nombreux cépages plantés en Piémont, mais je vais aujourd'hui me concentrer sur celui qui produit les vins de Barolo et de Barbaresco et qui est considéré, à juste titre, comme l'un des tout meilleurs au monde en termes de potentiel qualitatif, le Nebbiolo. Son nom vient de l'italien nebbia, qui signifie brouillard, en référence aux nappes de brume automnales qui viennent souvent se nicher au creux des vallons des Langhe vers la fin de la saison. Le Nebbiolo est un cépage capricieux et difficile à cultiver, et qui ne réussit guère qu'en Italie. En dehors des Langhe, on le cultive aussi dans la région de Novara sous le nom de Span, c'est le Picotendro du Val d'Aoste et aussi la Chiavenasca de l'appellation Valtellina dans les Alpes de Lombardie. À ce jour, le seul exemple de Nebbiolo de grande qualité que j'ai goûté en dehors d'Italie est l'œuvre du vigneron Luc Lambert dans la Yarra Valley australienne.
Le Nebbiolo est un très vieux cépage dont on retrouve la trace dans les archives dès 1266. C'est une variété très aromatique, mais moins fruitée que d'autres, comme le Pinot Noir par exemple, et dont la palette aromatique offre dès sa jeunesse une complexité remarquable, mêlant les arômes de cerises noires, de cranberry, de rose, de cuir ou encore de notes balsamiques, pour évoluer vers la truffe et le tabac blond en vieillissant. Par ailleurs, le Nebbiolo a la particularité de posséder beaucoup de tanins et d'acidité, mais peu d'anthocyanes, ce qui donne à ces vins des robes typiquement assez pâles, allant du rubis au grenat en passant par l'acajou, même dans les millésimes jeunes. Il existe 3 phénotypes de Nebbiolo, ou clones, aux caractéristiques légèrement différentes. Le Nebbiolo Lampia est le plus répandu et constitue la majorité de la production. Le Nebbiolo Rosé est une variété qui donne des vins plus floraux et plus élégants, mais qui est devenue assez rare et qu'on trouve encore à Barolo chez Elvio Cogno et à Barbaresco au Castello di Neive ou dans la cuvée Vieille Vigne du domaine Sori Paitin. Enfin, le Nebbiolo Miquette est une autre mutation génétique due à un virus et qui donne des baies plus petites en grappes serrées d'une rare concentration et dont le meilleur exemple est l'une des plus grandes bouteilles de Barolo, le Mon Privato Cadmoricio de Mauro Mascarello. On l'a dit, le terroir de prédilection du Nebbiolo, ce sont les collines autour d'Alba sur la rive droite de la rivière Tanaro, sur des sols marneux mêlant fines argiles et sédiments calcaires, avec des degrés divers de sable, de carbonate de calcium et de grès. Il existe 3 grands types de formations géologiques prédominantes sur les appellations Barolo et Barbaresco qui contribuent grandement à la complexité des vins du cru. La première est la formation de Lecchio, qui consiste en un millefeuille alternant les couches de marnes et de grès que l'on trouve principalement autour des villages de Serralunga et de Monforte. Ces sols, riches en carbonate de calcium, donnent les vins les plus structurés, parfois même austères dans leur jeunesse, mais d'une grande profondeur et capables de vieillir des dizaines d'années. Ensuite, il y a les marnes de Sant'Agata Fossili, des marnes calcaires aux teintes bleu-grises et qui dominent dans les villages de Barolo, La Mora et Barbaresco. Les baies y mûrissent généralement un peu plus tôt et produisent des vins très complexes et plus délicats. Et enfin, les sables gréseux de Diano d'Alba qu'on retrouve surtout autour du village de Castiglione Faletto et qui donnent des vins structurés mais très élégants et d'une grande finesse. Mais le terroir, c'est aussi un climat et celui des Langhe est bien particulier. Considéré comme un climat continental tempéré, il se situe à la limite des zones d'influence alpines et méditerranéennes et bénéficie d'une longue saison estivale chaude et sèche à même de permettre au Nebbiolo, cépage tardif, d'atteindre sa pleine maturité. Enfin, le dernier aspect essentiel à prendre en compte pour comprendre la diversité des vins de Barolo et de Barbaresco tient à la topographie de ces collines et aux très nombreuses variantes en termes d'exposition mais aussi d'altitude, allant de 200 à 500 mètres. Ces différences affectent non seulement la maturation des baies selon l'orientation au soleil, mais aussi l'amplitude thermique entre le jour et la nuit qui agit sur l'équilibre des vins. Plus les nuits sont fraîches et plus les raisins gardent leur acidité, ce qui permet aux vignerons de rechercher une maturité parfaite sans compromettre l'équilibre du vin. Je ne vais pas rentrer ici dans toutes les variantes de culture et de vinification qui sont très nombreuses, pour me concentrer sur le caractère des principaux villages et de leurs crus emblématiques, et vous mentionner certains des vignerons qui, à mon sens, interprètent avec talent ces terroirs exceptionnels. Attention, liste non exhaustive. Dès qu'on sort d'Alba en direction de l'est, on entre immédiatement dans l'appellation Barbaresco, qui se distingue de sa voisine par sa proximité avec la rivière Tanaro. Si l'appellation Barolo tourne le dos à la rivière dont elle est séparée par la crête de la Mora, le terroir de Barbaresco est ouvert à son influence climatique qui tente à atténuer un peu l'amplitude thermique en été en rafraîchissant les journées estivales, tout en adoucissant les nuits, ce qui explique qu'on vendange ici 8 à 10 jours plus tôt qu'à Barolo. Par ailleurs, si les sols marneux sont comparables, ils sont plus riches en magnésium et plus fertiles à Barbaresco. Les vignes y poussent donc avec plus de vigueur, donnant au vin une structure tannique un peu plus fine que leurs voisins. Le village de Barbaresco abrite des domaines emblématiques tels que Luca Roagna,
peut-être la meilleure coopérative viticole du monde avec les Produttori dei Barbaresco et le célébrissime domaine d'Angelo Gaia. Véritable pionnier tant en viticulture qu'en vinification et dont le premier millésime remonte à 1961, Angelo Gaia a acquis sa réputation internationale grâce à ses fameux Sori Tildin, Sori San Lorenzo et Costa Rossi. En piémontais, un Sori, c'est le haut d'une colline exposée plein sud, un terroir idéal pour la culture du Nebbiolo. Et s'ils ne sont pas étiquetés d'après les noms officiels des vignobles, les crus d'Angelo Gaia comptent parmi les plus belles bouteilles d'Italie et d'ailleurs. Parmi les sites emblématiques du village de Barbaresco, on peut citer Asili, Rabaia ou Roncallier. Quelques collines plus loin se trouve le bourg de Neive, étape obligée pour tous les œnophiles visitant le Piémont pour la cave phénoménale du restaurant La Ciao del Tornavento qui abrite plus de 60 000 références. Neive, c'est le village de la légende Bruno Giacosa, qui nous a quittés en janvier 2018. En 50 ans de travail, celui qui avait commencé comme négociant en 1970 a peu à peu acquis des vignes à Barolo et à Barbaresco pour devenir une des figures de proue du vignoble piémontais, montrant l'exemple à des générations de vignerons. Et parmi les autres producteurs de Neive, permettez-moi de citer le talentueux Andrea Sottimano, dont le travail du Nebbiolo n'est pas sans rappeler les méthodes des plus grands producteurs bourguignons et qui produit, dans des crus tels que Cota ou Curra, des Barbaresco d'une rare élégance. Enfin, les deux villages de Traiso et de San Rocco Seno d'Elvio marquent la limite sud de l'appellation. Ces terroirs, un peu plus frais car plus en altitude, étaient historiquement peu plantés en Nebbiolo qui peinaient à y mûrir. Mais le changement climatique depuis les années 80 permet aujourd'hui à des crus comme Paiore ou Bernadotte de briller. L'appellation Barolo, quant à elle, couvre tout ou partie du territoire de 11 communes, que l'on peut regrouper selon leurs terroirs respectifs, à commencer par le village éponyme de Barolo et son voisin Novello. Les marnes de Sant'Agata Fossili, qui prédominent ici, donnent des vins raffinés et complexes d'une grande persistance, et certains des crus du village comptent parmi les tout meilleurs de l'appellation, comme le célèbre cru de Canubi, comparable par sa délicatesse et la finesse de son toucher de bouche à un cru comme la Romanée Saint-Vivant en Bourgogne. Parmi les producteurs et les cuvées emblématiques du village, on peut citer Bartolo Mascarello, le Barolo Canubi de Chiara Boschis, Luciano Sandrone et son Canubi Boschis, connu pour avoir été un des apôtres dans le manga Les Gouttes de Dieu, la cuvée San Lorenzo Ravera de Rinaldi, ou encore le superbe Canubi San Lorenzo de la famille Ceretto, disponible uniquement en Magnum. Quelques kilomètres au nord de Barolo se trouve le village de La Mora, qui toise ses voisins du haut de ses 513 mètres. Ici, très peu de calcium, mais beaucoup d'argile dans les sols, produisant les vins les plus tendres et les plus délicats de l'appellation, parmi lesquels des crus tels que Conca chez Renato Ratti ou Mauro Molino, le Rocche dell'Annunziata de Paolo Scavino, ou encore le Brunate, produit notamment par Vietti et Roberto Vuercio. Voisin de La Mora, le village de Verduno constitue la limite nord de l'appellation et possède un amphithéâtre de vignes qui compte parmi les plus beaux terroirs de tout Barolo. La maison Burlotto en tire une des cuvées les plus raffinées aux accents floraux d'une rare élégance, le Montviliero. À l'est de l'appellation, le bourg de Serralunga d'Alba est construit sur des sols de la formation de Lecchio, très riches en grès et en calcaire, qui donnent les vins les plus tanniques et les plus structurés. Parmi les meilleurs crus du village, on peut citer la Vigna Rionda, travaillée par Massolino ou Bruno Giacosa, le Lazzarito d'Ettore Germano, ou encore le cru Gabutti, duquel le domaine Capellano tire sa cuvée Piefranco, un grand vin issu de vignes franc-de-pied plantées en 1989, et qui nous donne à goûter ce à quoi les vins de Barolo pouvaient ressembler avant le phylloxéra. Le village, situé à l'ouest de Serralunga et qui constitue la limite sud de l'appellation, est Monforte d'Alba, connu pour ses vins de longue garde. Il est délicat de parler des différents terroirs de Monforte, tant la cartographie des crus
ou MGA, pour mention géographique additionnelle, y a été faite en dépit du bon sens, élargissant des terroirs célèbres comme Boussilla bien au-delà de leurs limites historiques et faisant disparaître des noms réputés tels que Santo Stefano. Parmi les domaines emblématiques du village, Giacomo Fenocchio, Elio Grasso, Poderialdo Conterno ou le mythique domaine Giacomo Conterno, célébré pour son Barolo Riserva Monfortino, qui tire son nom du village de naissance de son producteur et non de ses vignes, puisqu'il vient en totalité du cru Vigna Francia à Serralunga. En descendant la route provinciale numéro 9 qui serpente vers le nord depuis Monforte, nous arrivons finalement dans le village de Castiglione Falletto, en plein cœur de l'appellation. Le bourg de Castiglione Falletto est peut-être le plus complexe de tous en termes de terroir, puisqu'on y trouve tous les types de sols de l'appellation, et nombre des plus grands crus de Barolo, comme Villero, Fiasco, le Bricoboschis de Cavallotto, ou encore le Monprivato de Mauro Mascarello, cuvée emblématique de l'appellation depuis le premier millésime de ce parcellaire en 1970, et dont l'extraordinaire complexité et la délicate puissance ne sont pas sans rappeler le Musigny. Le village de Castiglione est perché sur une colline au sommet de laquelle on peut apercevoir de loin un grand cube de verre, aussi esthétique et impromptu au milieu de ce paysage viticole que la pyramide du Louvre au milieu de la cour Napoléon. Ce cube de verre, qui accueille des expositions artistiques, a été installé par la famille Ceretto, propriétaire du célèbre Bricoroque, autre cru emblématique du village. Maison historique de l'appellation fondée par Riccardo Ceretto pendant l'entre-deux-guerres, elle se développe dans les années 60 grâce à ses fils Bruno et Marcello qui investissent dans les vignes pour bâtir ce qui deviendra l'un des plus beaux domaines des Langhes. Aujourd'hui entre les mains de leurs enfants Lisa, Roberta, Alessandro et Federico, la maison de Ceretto est depuis longtemps engagée non seulement pour la production de grands vins, mais aussi pour la promotion de la culture et du patrimoine des Langhes. C'est dans cet esprit que la famille a entrepris la rénovation de la chapelle du Barolo, devenue une véritable œuvre d'art en 1999 grâce au travail des artistes David Tremlett et Sol Levitt. Et c'est avec ce même souci de promouvoir la culture et la gastronomie piémontaise que la famille Ceretto a ouvert 2 restaurants à Alba en 2005, dont le fameux Piazza Duomo du chef Enrico Crippa, désormais triplement étoilé au guide Michelin. Pour un néophyte qui découvrirait aujourd'hui pour la première fois les grands vins de Barolo et de Barbaresco, il serait bien difficile d'imaginer qu'il y a à peine 40 ans, le vin se vendait presque à perte et que tous les domaines n'avaient pas encore l'eau courante. En 2 générations, les Langhes se sont non seulement fait une place parmi les régions viticoles qui comptent, mais ont donné naissance à certains des plus grands vins de la fin du XXe siècle. Et pour vous en convaincre, je vous invite à faire le voyage à Alba pour goûter par vous-même ces vins dont je ne vous ai donné ici qu'un bref aperçu et pour savourer la gastronomie piémontaise. Et pourquoi pas dès maintenant, alors que bat son plein la saison de la fameuse truffe blanche qui se marie si bien avec les Barolo ?